Direction le continent africain pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Lors d'un débat public aux Nations Unies, Ammar Benjama met en garde contre les menaces dans le cyberespace qui mettent en péril et en danger la stabilité politique. Les Marocains poursuivent leurs manifestations et appellent à la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Le Marzane joue la carte des migrants pour faire pression sur Madrid. Des ONG montent au créneau. Et puis Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui se représente pour un second mandat à la présidentielle mauritanienne, appelle les États du Sahel à lutter collectivement contre le terrorisme dans la région. Un débat public a été organisé à l'ONU sur les risques croissants que suppose la menace des activités malveillantes dans le cyberespace et les risques croissants que celle-ci suppose pour la sécurité mondiale. C'était en présence du représentant algérien permanent auprès des Nations Unies. Selon Ammar Benjama, les menaces dans le cyberespace mettent en péril et en danger la stabilité politique. Regardez. Les risques croissants. Les attaques au rançongiciel sur les infrastructures clés et le vol d'actifs et de données numériques font peser ou mettent en danger la stabilité politique et la sûreté publique. La participation d'acteurs gouvernementaux et d'acteurs non gouvernementaux rend la situation encore plus compliquée. La diffusion de la désinformation sur les plateformes en ligne alimente les divisions, le terrorisme, l'intolérance. Des informations fausses perturbent les affaires des États, empêchent la coopération et menacent la paix et la sécurité de par le monde. De nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, rendent la menace cybernétique encore plus dangereuse, plus difficile à traiter. Nous devons donc traiter ces questions au niveau mondial de toute urgence. Direction le Maroc à présent, les manifestations anti-normalisation se poursuivent devant le siège du Parlement à Rabat et dans toutes les villes du royaume au cours du 37e vendredi de manifestation appelant à un cessez-le-feu dans la guerre génocidaire sioniste contre Gaza et dénonçant les massacres brutaux contre des civils palestiniens sans défense. Des milliers de Marocains ont donc renouvelé leur condamnation de la poursuite de la normalisation officielle de leur pays avec l'entité criminelle sioniste. Parallèlement, la coordination des médecins marocains, Médecins pour la Palestine, a appelé tous les professionnels de santé à participer largement en blouse blanche à un rassemblement devant le Parlement à Rabat demain dimanche pour condamner les crimes sionistes continus contre le peuple palestinien et en solidarité avec les équipes médicales et les civils sans défense à Gaza. Les Marocains le disent encore dans tous les rassemblements et manifestations, dans les rues et les forums, dans les universités, dans toutes les institutions. Tous les Marocains le font savoir clairement que nous sommes contre la normalisation et que nous rejetons la normalisation. Nous rejetons la normalisation conclue par le régime marocain du Marzane avec l'entité criminelle sioniste. Nous refusons d'accepter cet accord désastreux. Nous refusons de permettre aux criminels sionistes de mettre le pied sur le sol marocain. Toujours à propos du Maroc, une contre-enquête internationale réalisée par l'ONG Border Forensics démontre que la stratégie migratoire de Melilla du 24 juin 2022 était le résultat d'une démonstration de force par les autorités marocaines. L'enquête révèle que le Marzane faisait chanter le gouvernement espagnol et démente les versions officielles présentées par le Maroc et l'Espagne qui les exonéraient de toute responsabilité pour ce qui s'est passé. On s'intéresse justement à ce sujet. Commentaire Hamid Mechri, récit Mohamed Ali Ben Chaban.
Le 24 juin 2022, près de 2000 migrants, dont des mineurs, ont tenté d'escalader la barrière frontalière séparant la ville marocaine de Nador de l'enclave de Melilla, sous contrôle espagnol. La violente répression qui leur a été infligée par les forces de l'ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste frontière de Barry-Ochino en un charnier. 2 ans après le massacre, une contre-enquête menée par l'ONG Border Forensics, qui comprend des témoignages de survivants et des vidéos capturées par différents acteurs et des images satellites, a révélé que les autorités marocaines ont poussé de force les demandeurs d'asile subsahariens vers la frontière, démantelant la version officielle qui les exonère de toute responsabilité pour ce qui s'est passé dans ce drame. L'analyse d'une image satellite à côté du poste frontière de Barry-Ochino, prise le 23 juin 2022, quelques heures seulement avant qu'un afflux massif de migrants ne se produise dans cet endroit, montre des camions militaires marocains, des bus et différents équipements. L'avocate espagnole Daniela Lococo, qui a participé à l'enquête, a déclaré dans le cadre d'un documentaire réalisé par l'ONG et intitulé « Le piège de la frontière de Nador-Melilla » que cette image satellite est la principale preuve que le saut a été préparé. Son collègue, l'avocat Sani Ladan, qui s'est déjà rendu sur les lieux des événements, a expliqué que la police marocaine a attaqué et jeté des pierres sur les migrants, détruit toute leur nourriture et provisions d'eau pour les déplacer vers les frontières avec l'Espagne. Ama Abakar, l'un des survivants, cité également par le documentaire, se souvient qu'après les avoir attaqués, les agents marocains ont rencontré les migrants au camp en les menaçant. Si vous ne quittez pas la montagne aujourd'hui, ce qui se passera demain ne plaira à personne. Daniela Lococo et Sani Ladan ont conclu que le régime du Merzen, à travers ses méthodes inhumaines, a tenté de démontrer une démonstration de force pour faire pression sur le gouvernement espagnol sur fond de crise entre Rabat et Madrid à l'époque. Dans l'actualité africaine également, des partis mauritaniens confirment la position ferme de la Mauritanie sur la question sahraoui, qui repose sur le soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Cela s'est produit lors des entretiens menés par le conseiller à la présidence de la République et l'envoyé spécial du président de la République, qui a été mené par une visite en Mauritanie avec un certain nombre de chefs de partis, de personnalités politiques de premier plan. Et le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui se représente pour un second mandat à la présidentielle du 29 juin, appelle les autres États sahéliens, dont 3 sont des régimes militaires, qui ont formé une nouvelle alliance militaire à lutter collectivement contre le terrorisme. Moi, je considère que la région doit dégager une volonté politique commune pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Si le G5 Sahel n'est pas le bon, il faut trouver un autre G quelque chose. L'essentiel est que la menace est forte. Je ne suis pas de ceux qui pensent aujourd'hui que des pays peuvent faire face individuellement à une menace comme le terrorisme. Ailleurs, il a été prouvé que pour faire sérieusement de la lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité, on a besoin de coaliser, on a besoin de créer des regroupements pour justement combattre le terrorisme ensemble. Donc, en attendant tout cela, la situation n'est pas encore bonne.
En Tunisie, le président Kais Saïed a visité vendredi soir le siège du ministère de l'Intérieur à Tunis. À cette occasion, il s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sûreté nationale, Sofiane Bessadok. Outre de hauts responsables sécuritaires, le chef de l'État tunisien a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts en vue de préserver la sécurité du pays dans le cadre du respect des droits et des libertés. Il a à ce propos appelé à faire face aux différentes formes de criminalité et à barrer la route aux partis sans les citer qui cherchent sans relâche à exacerber les tensions. Le président tunisien a par ailleurs démis de ses fonctions le ministre des Affaires religieuses Ibrahim Chaibi, rapporte l'agence de presse tunisienne TAP. Plus tôt, Ibrahim Chaibi avait annoncé à son retour d'Arabie Saoudite qu'au moins 49 pèlerins tunisiens étaient décédés. Le Soudan, confronté à la pire crise humanitaire au monde, avertit l'Union africaine alors que les affrontements se poursuivent entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le président de la Commission africaine de l'UA, Moussa Faki, a souligné qu'une pression concertée doit être exercée sur les parties extérieures qui alimentent le conflit au Soudan. En République démocratique du Congo, plus d'une vingtaine de civils ont été tués en Ituri, province riche en or du nord-est du pays. Des sources locales attribuent cette nouvelle tuerie au groupe armé Codeco, coopérative pour le développement du Congo. Depuis le début de cette année, des dizaines de civils ont été tués par ces milices dans des attaques de villages dans la région. Ouverture de la campagne pour les présidentielles et législatives du 15 juillet au Rwanda. Au total, 9,01 millions d'électeurs sont inscrits pour cette élection qui sera pour la première fois couplée avec les législatives. Le 15 juillet, le président sortant Paul Kagame sera opposé aux mêmes adversaires qu'en 2017. Le chef du Parti démocratique vert, Frank Habineza, et l'ancien journaliste Philippe Mpayimana. Plusieurs figures de l'opposition n'ont pas eu la possibilité de se présenter en raison de condamnations passées. La justice rejette leur demande de voir leurs droits civiques restaurés. L'Union africaine a fait savoir qu'elle soutenait fermement la demande de la Somalie de ralentir le retrait de sa force déployée dans le pays contre le groupe terroriste Shebab. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA soutient fermement une approche progressive de la réduction des effectifs, a-t-il souligné dans un communiqué après une demande du gouvernement somalien de ne voir partir que 2000 soldats en juin et les 2000 restants en septembre. La troisième et avant-dernière phase du retrait de la force de l'Union africaine en Somalie, dont le mandat s'achève le 31 décembre, prévoyait le départ d'ici fin juin de 4000 des 13 500 soldats encore présents. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition 100% africaine. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.